Bon alors, je m'appelle donc Clémence Alaxer, je travaille à la R&D de EDF et je m'occupe aussi de coordonner un labo qui s'appelle FIM, Finance des marchés de l'énergie, où on travaille avec différents chercheurs, notamment de Dauphine et de l'École Polytechnique, autour des thèmes des marchés de l'énergie, la finance des marchés de l'énergie, avec des maths appliquées et de l'économie, donc on est à la frontière entre les deux. Donc aujourd'hui, je vais vous parler surtout des marchés de l'électricité. J'ai prévu une présentation en deux... Enfin, j'ai même un plan. Les trois premiers, en fait, c'est plus des généralités pour vous expliquer les marchés de l'électricité, ce que c'est, les différents risques qu'on y trouve pour un énergéticien. Donc c'est pas des travaux de recherche très innovants et très nouveaux, on va dire, c'est plutôt une présentation de la microstructure des marchés et des principaux modèles de prix qu'on rencontre et des principaux risques. Puis après, j'ai trois points. Alors c'est des exemples de recherche que j'ai pu conduire dans le tout dernier, même le dernier, c'est quelque chose qui est vraiment en cours, pour vous montrer et vous illustrer sous l'angle de recherche des points particuliers de l'évolution des marchés de l'électricité. Alors, ma présentation, je crois que j'ai beaucoup de choses. À mon avis, je ne vais pas avoir le temps de tout faire. Donc c'est assez ouvert. Et puis, surtout, on n'est pas nombreux, donc n'hésitez pas à intervenir, à poser vos questions, parce que ce serait plus interactif, plus ce sera sympa. Et puis, je suis là pour vous expliquer ce qui ne sera pas clair au premier coup. Donc, je commence sur la microstructure des marchés de l'électricité. Alors, j'ai commencé par ça, parce que je pense que vous n'êtes pas forcément tous familiers avec les marchés de l'électricité, qui ont quand même des caractéristiques un petit peu différentes de beaucoup des marchés financiers classiques. Et je commence par rappeler aussi que les marchés d'électricité, ils ont ces spécificités-là, ils ont ces trois principales caractéristiques, j'ai envie de dire, qui font qu'ils sont particuliers. C'est que l'électricité, c'est un bien qui n'est pas encore stockable. Alors, on entend pas mal de choses autour des batteries, c'est vrai, c'est une technologie qui se développe, mais c'est pas encore vraiment développé, les coûts restent importants. Et puis, on ne sait pas si à l'échelle du système, ça deviendra quelque chose de très général. Ce qui changerait profondément la structure du marché. Mais aujourd'hui, l'électricité est à peine stockable, on va dire. Donc, il y a quelques batteries et il y a du stockage hydraulique. Mais ce n'est pas non plus des moyens qui permettent de stocker l'énergie sur des périodes très longues, ni dans des quantités importantes. Alors, la deuxième caractéristique aussi, c'est que l'électricité, c'est aussi un bien de consommation dont on a du mal à se passer. Ça, c'est assez vrai quand même. Et aussi, difficilement substituable dans la vie de tous les jours. Et alors la dernière caractéristique, c'est aussi que l'électricité, elle navigue sur un réseau de fils. Et il y a des lois physiques qui régissent comment l'électricité se déplace. Et on a des phénomènes de congestion qui peuvent apparaître. C'est-à-dire qu'on peut assimiler le réseau à des tuyaux et que certaines fois, les tuyaux ne sont pas assez importants pour permettre le passage de l'électricité et donc on se trouve avec ce qu'on appelle une congestion. Et ça apparaît notamment entre les pays parce qu'on peut considérer assez fréquemment qu'à l'échelle d'un pays, le réseau est suffisamment dense pour permettre que l'électricité se balade sans trop le prendre en compte. Mais entre deux pays, ça commence à devenir difficile parce qu'il y a du réseau entre les deux pays, mais c'est relativement limité. Et donc régulièrement, il y a des phénomènes de congestion, on ne peut pas faire passer plus d'électricité d'un pays vers un autre. Alors ces trois caractéristiques, elles vont donner des impacts sur les prix qu'on va voir un petit peu après. C'est une question. Justement, pour la production d'électricité aussi, c'est une production qui est centralisée, avec des coûts fixes importants. De moins en moins, mais oui. Oui. Je remets des centrales nucléaires, des centrales, des barrages, etc. Je ne sais pas si on pense au téléphone, par exemple. L'arrivée du téléphone portable, etc., ça a totalement bouleversé le marché du téléphone. Ah, complètement. Donc si on avait une révolution dans la production d'électricité, si on arrivait à la produire de façon décentralisée, si chacun dans sa maison pouvait, ça bouleverserait aussi totalement le marché. Alors ça, je dirais que c'est déjà en cours, parce que la production d'énergie renouvelable, elle vient quand même de manière vraiment importante bousculer l'ordre des choses, et elle apparaît, comme je vous dis, de manière décentralisée. Par contre, on reste quand même avec ces problèmes d'acheminement. Et puis, aujourd'hui, on est resté avec des structures de marché qui sont plutôt nationales, donc centralisées. Et donc, on ne voit pas ce phénomène de décentralisation qui pourrait conduire à avoir des prix ou des petits marchés qui soient beaucoup plus locaux. Ça, aujourd'hui, ça n'existe pas ou ça n'existe pas encore.
Mais c'est néanmoins une révolution, et la deuxième révolution qu'il pourrait y avoir, c'est si l'électricité devient stockable à beaucoup plus grande échelle. Alors, tous les marchés d'électricité que je vais vous décrire après, ils sont en fait, je dirais, constitués et organisés de telle sorte que on va faire en sorte que on ait toujours assez de production pour couvrir la consommation. L'électricité, c'est ça. S'il n'y a pas assez de production, ou un déséquilibre entre la production et la consommation à un certain moment, eh ben, on peut aller jusqu'au délestement, au blackout. Le réseau s'effondre et c'est complètement déséquilibré, ça ne tolère pas en fait production différente de consommation. Donc tous ces marchés d'électricité qui vont être organisés en fonction des différentes échéances, du plus ou moins long terme jusqu'au très court terme, ils sont là organisés, faits en sorte qu'on conduise à avoir suffisamment ou exactement la production pour la consommation. Donc ça c'est l'objectif premier, l'objectif physique, de ne pas avoir de blackout, mais c'est aussi pour que on puisse produire l'électricité à moindre coût, forcément, qu'on le fasse de manière économiquement raisonnable. Une autre chose que je voulais ajouter, c'est qu'en fait, un acteur sur le marché de l'électricité, il va être responsable d'équilibre, le Balance Responsible Party, c'est-à-dire qu'il est lui-même responsable d'équilibrer ses injections, ses soutirages. Et s'il ne le fait pas, il va être pénalisé financièrement. Ça, c'est aussi propre au marché de l'électricité. Donc, quand vous êtes un fournisseur d'électricité, vous devez faire en sorte d'avoir acheté suffisamment d'électricité pour couvrir les besoins de vos clients consommateurs. Et enfin, la dernière chose, c'est ce que je veux dire. Donc, là, je mélange un petit peu des aspects financiers et physiques, mais ça va s'éclaircir, j'espère, avec la suite de la présentation. Mais physiquement, à la toute fin, l'équilibre du réseau, cette production égale consommation, c'est toujours à la main du TSO, donc c'est le gestionnaire de réseau de transport d'électricité, en France c'est RTE, qui va gérer en temps réel. En fait, il reprend la main, parce qu'on a tous ces marchés où on va avoir différents fournisseurs, différents producteurs qui échangent des blocs d'énergie, mais à la fin, il y a le responsable de réseau qui reprend la main et qui assure que production égale consommation parfaitement. Et pour ça, il met en place des mécanismes qu'on va voir par la suite pour garantir ça. Alors donc sur le marché de l'électricité, on a plusieurs, ça c'est assez classique, c'est comme certainement sur les autres marchés, on a plusieurs types d'acteurs. Donc on a des producteurs qui vont échanger sur des marchés à la fois organisés et en OTC, avec des fournisseurs d'électricité, et qui vont aussi, donc les fournisseurs vendent de l'énergie aux consommateurs, les producteurs peuvent aussi dans une moindre mesure directement vendre aux consommateurs, et puis on a la présence de traders aussi qui vont venir interagir sur les marchés, même s'il n'y en a pas des masses sur le marché de l'électricité, c'est des marchés quand même assez d'initiés, j'ai envie de dire, où il y a peu d'acteurs. Donc on a un séquencement de différents marchés. On va trouver à une échéance plus longue les marchés forward. Donc on va traiter des produits qui vont de l'échéance de l'année jusqu'à la semaine, en passant par des trimestres et des mois. Ensuite, plus on va se rapprocher du temps réel, plus on va avoir des marchés où on va traiter des produits de maturité fine, parce que donc en électricité, on va s'échanger des blocs d'énergie pour des périodes de livraison données. Donc au début, on va échanger des années. Là, aujourd'hui, on peut acheter par exemple de l'année 2018 pour se faire livrer de l'électricité ou de la vendre pendant toute l'année 2018. On vend ce qu'on appelle un ruban, c'est-à-dire 1 mégawatt par exemple d'électricité sur toute l'année. Et puis au fur et à mesure, on va trouver des produits plus fins, c'est-à-dire plus courts, et le marché spot, qui est un marché DET, c'est-à-dire qui est la veille pour le lendemain, on va pouvoir commencer à s'échanger des produits de livraison horaire. Donc à midi, tous les jours, il y a un fixing spot, on va voir ça après, où on va trouver l'électricité pour le lendemain. Donc aujourd'hui, à midi, c'est fixé le prix pour les 24 heures de mercredi de demain. Et ensuite, on a ce qui s'appelle un marché intraday, où on va pouvoir continuer à échanger ces mêmes produits horaires, voire des produits encore plus fins. En Allemagne, on trouve des produits quart d'heure, par exemple. On peut continuer donc à échanger de l'énergie de plus en plus fine. Alors pourquoi ça devient de plus en plus fin? C'est parce qu'en fait, au fur et à mesure, on a de plus en plus d'informations. De plus en plus d'informations sur sa production ou sur la consommation de ses clients. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'affiner au plus fin, alors qu'une année à l'avance, voire 2 ou 3 ans à l'avance,
bon, de savoir à l'heure près ce qu'on produira ou ce qu'on consommera, ça fait pas beaucoup de sens, donc on a tendance à vendre des produits beaucoup plus longs. Mais ça pose aussi une question, c'est que pour se couvrir parfaitement les années à l'avance, c'est pas possible. On peut acheter que des moyennes. Donc il reste un risque qu'il va falloir couvrir au fur et à mesure, mais qu'on pourra couvrir que plus proche du temps réel. Donc suite à ces marchés d'énergie, alors là je parle des marchés d'énergie, vous allez voir après qu'il y a d'autres types de marchés, mais on en reparle après, là c'est on échange de l'énergie. Donc on est payé pour des livraisons des blocs d'énergie. Ensuite vient le marché du temps réel, qui n'est plus vraiment un marché, qui est ce que je vous disais, quand le gestionnaire de réseau reprend la main et on va parler de marché d'ajustement. C'est un marché sans être vraiment un marché, on verra après, mais où l'opérateur de réseau de transport va constater un déséquilibre de production face à la consommation et va activer en temps réel. S'il constate qu'il n'y a pas assez de production, il va appeler une centrale, celle qui juge la moins chère par rapport aux offres qui lui ont été communiquées, pour qu'elle augmente sa production à ce moment-là et éviter un déséquilibre. Une fois ce marché réalisé, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un règlement des écarts, dont on parlera aussi après, qui va venir en fait permettre de financer ce marché-là. Puisque là, l'opérateur de réseau a repris la main, il a payé des acteurs pour produire plus ou consommer plus ou réduire leur production. Et donc, il va falloir faire payer, on va dire, ces écarts aux gens qui l'ont causé. Donc, on passe d'un marché financier, physique aussi, parce qu'il y a vraie livraison d'énergie, à quelque chose ici qui est vraiment le règlement en temps réel de l'équilibre physique du réseau. Alors, sur nos marchés, on trouve, j'en ai déjà un petit peu parlé, on trouve deux types de transactions. Il y a les transactions en OTC, donc en bilatéral. C'est quand même souvent assez standardisé, même si on peut s'échanger tout type de contrat, néanmoins les gens vont avoir des maturités relativement fixes. On peut s'échanger des options, bien sûr, même si, vous en avez vu un exemple ce matin, je crois, sur les options climatiques. Et puis il y a aussi des options vanille sur les marchés avec un sous-jacent de livraison d'électricité. C'est surtout développé sur le marché OTC, moins sur les marchés organisés. Et donc sur les marchés organisés, vous allez trouver des produits très standards, comme des futurs, et puis quelques options. Moi, je dis quelques options parce que c'est vrai que c'est pas il y en a, mais la liquidité elle est pas énorme, même si elle se développe. Et puis vous allez avoir donc sur ces marchés futurs, vous avez ou pas livraison effective d'électricité, mais ça peut rester purement financier. Et sur les marchés spot et intraday, vous allez avoir une livraison physique réelle de l'électricité. Là, vous achetez l'électricité pour de vrai, on va dire. Alors voici un graphe qui représente, qui est un extrait de la liquidité qu'on peut trouver sur les différentes places de marché en Europe. Alors ce que je voulais un peu illustrer là, c'est qu'il y a un écart très important entre ce qui se passe en Allemagne par rapport à, par exemple, la France ou les autres pays. Donc en Allemagne, il y a beaucoup plus, le marché est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus liquide. Donc ça a aussi un impact parce que ça veut dire que la liquidité, c'est quand même une source de une question que les acteurs se posent toujours. Ils ont du mal à trouver l'énergie ou à l'écouler ou à l'acheter à un prix qui ne bouge pas trop en fonction de leurs actions. Donc une tentation est aussi d'aller se servir en Allemagne, par exemple, où la liquidité est plus importante, donc on trouve des volumes plus importants. Après, la question, c'est de réussir à faire venir son électricité si on demande de la livraison physique. Puisque quand elle arrive en Allemagne, il faut aussi assurer le passage entre l'Allemagne et son pays. Donc il faut aussi réserver la capacité d'interconnexion. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc là je résume un petit peu ce que je viens de vous dire, c'est donc sur le marché, là j'ai repris les marchés du plus court terme jusqu'au plus long terme. Donc sur l'intraday, on peut trouver, donc on achète au cours de la journée ou juste la veille l'électricité pour l'heure en général, et il y a de développement de produits de plus en plus courts. Donc en Allemagne, maintenant on trouve du produit 15 minutes. Et ça c'est très important pour les producteurs, notamment d'énergie renouvelable, qui, votre éolienne, elle ne va pas produire uniformément pendant l'heure. Même on voit aussi pour le solaire, vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu des graphiques dans la présentation d'avant, mais c'est très classique, le solaire va commencer à produire
monte jusqu'à midi, puis après la production diminue. Et au cours d'une heure, on voit vraiment la montée. Enfin, si on regarde à l'échelle moyenne du pays, on voit cette montée. Donc avoir un produit 15 minutes, ça permet de s'ajuster beaucoup plus finement qu'un produit horaire sur lequel on achète finalement une moyenne de ce qui se passe sur l'heure. Donc notamment avec le développement des énergies renouvelables, on a vraiment un développement des produits de plus en plus courte échéance. Et donc on peut acheter ces produits de plus en plus proches du temps réel. J'ai vu sur certaines places de marché jusqu'à quelques minutes avant la livraison physique. Bien sûr, il y a un moment, ça s'arrête, puisque je vous ai dit, après, le responsable du réseau reprend la main et va s'occuper il dit, on arrête les transactions, et maintenant c'est moi qui décide de qui va produire plus ou consommer plus. Donc le marché intraday, c'est surtout un marché continu, mais on a aussi le développement d'un fixing. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un fixing, mais c'est un moment où on dit, à telle heure, tout le monde nous envoie ses offres d'achat et de vente, et on croise les deux courbes et on détermine le prix. Donc pourquoi ça? C'est parce que ça permet d'assurer finalement la rencontre et la liquidité de tous les acteurs, et c'est un croisement obligatoire qu'on trouve sur le marché spot. Le marché spot en électricité, c'est le marché BED, donc vous achetez la veille pour le lendemain. Et donc sur le marché spot, le marché du fixing est très développé, il y a un marché aussi continu, mais on a vraiment cette rencontre à midi, je vous disais, sur quasiment toutes les places de marché européennes, où tous les acteurs soumettent leurs offres, à l'achat comme à la vente, et on détermine le prix pour les heures de la journée suivante. Donc sur ce marché, on peut acheter des heures, on peut aussi acheter des blocs, puisque sur l'électricité, on parle aussi beaucoup de base, de pic et d'off-peak. Alors le pic, c'est quoi? C'est en fait quasiment la journée, puisque la journée, on est tous réveillés, donc on consomme plus que la nuit, où on ne travaille pas et on dort. Donc en fait, c'est très spécifique. On a vraiment un profil journalier qui est très différencié en fonction des heures de journée et des heures de nuit, voire même, on part toujours du pic de 19h. En fait, ça correspond au moment où tout le monde rentre chez soi à peu près synchronisé, allume son chauffage, j'imagine, aussi ses lumières et son four. Et là, on crée un pic d'électricité qu'on verra tout à l'heure. Il y a vraiment quasiment tous les soirs à 19h le prix de l'électricité qui monte et qui reflète en fait cette tension, parce que la consommation est toujours plus importante que l'a été au milieu de la nuit, voire même au milieu de la journée. Sur les marchés futurs, vous allez trouver des produits qui sont supérieurs à la journée. Vous allez trouver donc des produits semaines, mensuels, trimestriels, saisonniers et annuels. Et encore avec cette distinction peak et base load, qui veut dire sur l'ensemble des 24 heures de la journée, et peak qui voudra dire simplement sur les heures peak, c'est-à-dire de journée, et hors week-end. Enfin, vous trouvez quelques options européennes, où je vous disais, a priori, on trouve plutôt de la liquidité sur les marchés OTC, et moins sur les marchés organisés. Mais ça tend à se développer, et je pense que l'exposé de ce matin vous a montré aussi d'autres types de dérivés climatiques. Alors, bon, là je vous présentais, j'ai encore tiré ce graphe, je pense que c'est la même chose que ce que je viens de dire, c'est que donc, les volumes ne sont pas les mêmes en fonction des zones, mais ce à quoi on peut peut-être s'intéresser ici, c'est le prix moyen mensuel spot, qui a été constaté sur la zone européenne, au fur et à mesure des années, donc 2013 jusqu'à 2016. Donc en bleu, c'est le prix base, c'est-à-dire pour toutes les heures de la journée. Et puis en rouge, c'est le prix pic. Bien sûr, le prix pic, il est supérieur au prix base, puisque, comme je vous l'ai dit, normalement, il correspond aux heures où on consomme plus. Donc qui dit plus de consommation dit un prix plus élevé. Et on voit une saisonnalité. Enfin, vous allez constater qu'il y a un profil annuel, en fait, avec un prix qui est beaucoup plus élevé sur les hivers, ce qui est assez logique, puisqu'on consomme aussi plus l'hiver du fait du chauffage électrique, et aussi de la lumière, on éclaire plus. Et puis, par contre, il y a aussi une autre tendance, on voit là que les prix ont plutôt chuté au cours des années. Donc ça, il y a deux phénomènes, je dirais, qui expliquent ça. D'abord, la baisse des prix des combustibles. Grosso modo, sur cette période-là, les prix ont plutôt diminué. Et puis, il y a aussi le développement des énergies renouvelables. Plus il y a d'énergie renouvelable dans le système, plus les prix ont tendance à diminuer.
Parce qu'en fait, une énergie renouvelable, ça coûte cher à installer, ça a des coûts fixes. Mais par contre, une fois que c'est installé, bah, ça produit pour rien. Donc l'énergie humaine, on peut l'offrir à un instant donné, typiquement à zéro, parce que bah, on l'a, elle est là, et donc on ne va pas rajouter de l'argent. Donc voilà ce qu'on peut résumer de ces courbes-là. Alors là, je voulais vous remontrer, donc un risque important sur les marchés d'électricité, c'est vraiment ce qu'on peut trouver comme produit disponible et comment on peut couvrir finalement son exposition. Donc là, si on vient ici, donc là, voilà la granularité que je vous ai présentée. Donc on a des produits calendaires, des produits trimestriels, des produits minces. Les produits minces qui sont à nouveau découpés en week et puis en balance of month, c'est-à-dire le reste du mois qu'on peut trouver. Et si on regarde à une date particulière, donc là c'est l'exemple de si on regardait ce qu'ils ont trouvé sur les marchés le 28 décembre 2014, alors on peut trouver le produit calendaire 2015, c'est-à-dire que je peux acheter l'année 2015, l'année 2016, ses différents quarters et ses months. Et si... mon animation a disparu en fait. Donc ça, je vois, en fait, si je suis le 28 décembre 2014, voilà, je trouve les produits en jaune. Et puis d'un coup, bah, je regarde ce même marché, mais en avril 2015. Cette fois-ci, je ne peux plus trouver le produit, ce qui reste sur le produit CAL 2015. Je vais le trouver de manière plus fine, avec les mois et puis les trimestres. Et puis par contre, là, je peux commencer à acheter le produit calendaire 2016. Donc à chaque date, je ne vais pas trouver les mêmes granularités et surtout la même finesse sur mon horizon de marché. Alors, je voulais vous montrer cette petite vidéo aussi pour vous illustrer comment mes prix bougent. Alors, je vais vous la détailler en plus, on peut la regarder après. Donc là, ce qui est représenté, donc vous avez le temps qui passe. Et vous avez à chaque fois les produits qui ont été cotés à leur certain niveau, c'est des prix en euros du mégawattheure. Et vous voyez, donc vous avez les produits annuels, les produits mensuels qui sont représentés ici en rouge, et puis vous avez le prix spot moyen en bleu, et ainsi que la barre verte, en fait, c'est les prix spot horaires, donc c'est l'intervalle qu'on trouve sur les 24 heures. Et donc on constate plusieurs choses. Je vous la remets juste pour qu'on puisse donner le temps de discuter. C'est que là, ce que je vous ai expliqué sur le fait que l'horizon change en fonction de la date de cotation, ça on voit assez nettement. Et puis on constate que les produits meilleurs, ils n'ont pas tendance à bouger beaucoup, c'est relativement stable. Les mois, ils s'affolent un petit peu plus, mais en fait c'est dû à un effet aussi beaucoup saisonnier, parce qu'à chaque fois on ne va pas coter les mêmes horizons, et puis si on cote l'hiver, il y a un aspect saisonnier important. Et le produit spot, lui, par contre, il bouge beaucoup, beaucoup plus, et pas du tout avec le même aléa, on va dire, que les produits futurs. Donc tout ça, ça va se comprendre au fur et à mesure. Mais donc, c'était pour vous présenter un petit peu tout ça, le fait qu'il y a une volatilité très importante sur le spot, et que sur les produits, plus on s'éloigne en maturité, moins la volatilité est importante. Alors en fait, pourquoi tout ça? C'est parce que plus on est près du temps réel, donc le marché spot, plus on est proche de la physique vraiment du système. Et le marché spot, il reflète à peu près l'équilibre entre l'offre et la demande à un instant donné. Donc c'est-à-dire que idéalement, ici c'est une vraie courbe, donc elle a été tirée le 15 janvier 2014, après la date n'a pas trop d'importance, on peut regarder un autre jour, ce sera un petit peu les mêmes têtes. Donc vous avez la courbe d'offre en rouge, donc vous avez un prix pour une certaine quantité, et vous avez la courbe d'achat qui est ici, et le croisement entre les deux donne ce fameux prix spot, et on fait ce croisement pour les 24 heures de la journée suivante, tous les jours. Et ces courbes-là, ces courbes d'offre et ces courbes de demande, alors la courbe d'offre, surtout, elle se comprend très bien si on regarde le merit order, on va dire, de la production d'électricité. C'est-à-dire qu'en fonction du volume nécessaire d'électricité, on ne va pas utiliser les mêmes technologies. Parce qu'on va forcément essayer de produire d'abord avec les centrales qui sont les moins chères en termes de coûts variables. Donc si on va toujours offrir l'énergie renouvelable disponible, le vent et le solaire. Ensuite, on a l'hydraulique fil de l'eau aussi qui coûte peu cher, c'est-à-dire tout ce qui est barrage sur une rivière.
On a les centrales nucléaires. Ensuite, alors le charbon et le gaz, l'ordre peut changer en fonction du prix des combustibles et du prix du CO2. Mais bon, là c'est un exemple où le charbon était moins cher que le gaz. Et ensuite, si vraiment il faut, on va démarrer les centrales au fioul, qui sont vraiment chères. Donc la courbe d'offre, elle correspond grosso modo à cet empilement de production. Et en fonction de la demande en électricité, le prix va refléter cette tension ou le fait qu'on a besoin d'aller vers des moyens de plus en plus chers ou vers des moyens très peu chers parce qu'on est à un moment où il y a finalement peu de consommation. Pardon ? Oui. Juste une question sur les différents marchés qui existent. Je veux dire les marchés spot, donc c'est les marchés au comptant. Alors après les autres, moi spontanément je pense marché à terme. Oui. Et donc là, quelle est la fonction de ces marchés? C'est par exemple, si moi, je suis pas une entreprise, elle sait que dans 6 mois, elle va avoir un gros besoin en électricité, donc elle va en acheter à terme si c'est pas cher, donc c'est une façon de se couvrir, etc. Enfin, c'est à ça que ça sert. Enfin, c'est comme oui, ça exactement. C'est pour un producteur, ça va lui servir de vendre à terme sa production et donc de sécuriser en fait déjà un prix donné sa production. Et puis pour un fournisseur d'électricité, quelqu'un qui veut acheter de l'électricité parce qu'il va en consommer ou ses clients à lui en consomment, il sécurise aussi l'approvisionnement de ses clients. D'accord, donc une grosse entreprise, elle va intervenir sur le marché. Alors il y a des grosses entreprises qui interviennent directement. Par exemple, si je suis une entreprise qui utilise, je sais pas, beaucoup d'électricité, oui. Je sais pas, si je fais de l'aluminium. Vous allez avoir un trader élec qui va venir assurer la production. Après, il y a différentes façons de le faire. Soit vous le faites vous-même, soit vous passez un contrat avec un fournisseur qui vous garantit un prix. Tout ça, ça dépend un petit peu de votre appétit au risque et puis justement de quel impact l'électricité a dans votre compte de résultat, je pense. Et les marchés futurs permettent de garantir la vente de ma production ou l'achat de ma consommation, mais en tout cas, de toute façon, il va falloir aller faire quelque chose de plus proche du temps réel, parce qu'en fait, vous avez garanti ce fameux ruban, par exemple, sur l'année. Or, vous n'allez jamais consommer un ruban, ou c'est très rare. Il y a certaines usines de production qui consomment de manière très fixe, mais c'est assez rare. Oui, concrètement, sur le marché, des gens qui achètent, il y en a combien? Parce que tout le monde a affaire à un fournisseur. Donc, il y a combien de sur les marchés, j'avais trouvé les résultats, il y a à peu près 100 à 200 intervenants. Après, des gens qui achètent en physique, c'est certainement beaucoup moins. Ça, c'est pas forcément aussi connu, je ne saurais pas vous dire exactement. Parce qu'il y a beaucoup de gens... Sur votre courbe en bleu, là, par exemple, sur la courbe bleue, il y a 200 personnes qui vont... Je pense que sur la courbe bleue, non, parce que là, on est sur le marché spot. Donc, qui dit marché spot, dit livraison physique. Ou alors, c'est... Parce que quelqu'un qui veut intervenir qu'en financier, il va essayer de déboucler sa position bien avant, parce que dit livraison d'électricité, c'est quand même pas tout à fait le même métier que d'assurer juste du trading financier. Bon, après, des fournisseurs, il y en a quand même plusieurs, puis il y a tous les acteurs étrangers, européens. Donc c'est pas non plus que EDF, on va dire. Sinon, il y aura un problème. Après, si j'ai besoin par exemple d'électricité, je me dis voilà, dans 6 mois je vais acheter un gros bloc sur le marché à terme. Oui. Et puis après je m'adresse au spot pour le truc un peu résiduel, parce que c'est pas une science exacte la prévision de exactement. Déjà vous pourrez vous adresser aux produits minces, etc. pour essayer de rééquilibrer au mieux, puis au fur et à mesure vous allez être de plus en plus précis et donc acheter des produits et ajuster au plus fin. Et puis ce que vous n'aurez pas pu ajuster ou l'incertitude finale, c'est ce qu'on va voir juste après, c'est vous allez être pénalisé aux écarts, tant pis, il restera une différence qui sera réglée par le gestionnaire de réseau de transport en agrégeant tout le monde et vous serez pénalisé pour ça. Mais vous avez intérêt à aller sur les marchés pour faire vous-même les opérations. En fait. Ce qui n'est pas clair pour moi, c'est que la courbe de demande, là, qui est là, c'est une courbe qui reflète des fournisseurs qui peuvent être pas dans un environnement très concurrentiel, et donc ça ne reflète pas forcément la demande des consommateurs. Quand même, il va falloir qu'ils s'adressent, il faut bien qu'ils... Ils peuvent pas se coaliser ils pourraient avoir des stratégies pour... Alors, ils pourraient. Après, il y a l'organisme de régulation de l'électricité qui s'appelle la CRE, qui veille quand même au grain, qui
quand on est très gros, on va regarder quand même bien ce qu'on fait, on ne va pas manipuler le marché, et essayer de surveiller ce qui se passe. C'est surveillé. D'accord. Oui, c'est surveillé, même très intensément, et il y a aussi beaucoup de régulation, de transparence, pour transmettre beaucoup d'informations, notamment sur tous les aléas de production, pour que chacun soit au courant en temps réel de si une centrale tombe en panne. Il faut que l'information soit disponible auprès de tout le monde. Ce transparent-là, il résume peut-être bien ça, c'est finalement tout ce qui vient créer ce prix spot, il est lié à beaucoup d'incertitudes, à la fois du côté de la production. Donc sur la production, il va y avoir tout ce qui est les conditions météo pour les productions d'énergie renouvelable. Vous avez aussi toute l'incertitude de ce qui se passe sur la génération thermique. Vos centrales, elles peuvent tomber en panne, ça arrive assez régulièrement quand même. Et ce qui ne va pas créer les mêmes conditions de production. Puis vous avez toute l'incertitude sur les prix de marché des combustibles. Donc charbon, gaz, pétrole et puis marché de CO2. Et vous avez aussi les conditions de marché qui font que, en fonction de la profondeur des marchés, etc., les conditions ne vont pas être tout à fait les mêmes. Et aussi du côté de l'offre, en fait, il y a toutes les conditions climatiques qui font que la consommation ne sera pas la même. Parce que on va déclencher son chauffage, son air conditionné, sa lumière. Il y a toute l'économie globale qui fait que on peut être en période d'euphorie, de grosse production, donc il y a plus de consommation à l'échelle du pays, au contraire de récession. Et puis il y a tous les aspects calendriers, de vacances, de week-end et de jours normaux, qui font que la demande n'est pas du tout la même. Je dirais tout ça, donc c'est la rencontre vraiment entre tous ces aléas qui fait le prix spot à un instant donné. Alors en France, un des gros drivers du prix, c'est vraiment la température, parce qu'on est un pays où on consomme beaucoup d'électricité en fonction du chauffage, pour se chauffer. Donc un hiver froid va créer des conditions pour qu'il y ait des prix spot importants. Et en Allemagne, c'est plutôt la production d'énergie renouvelable qui va avoir un impact assez important sur les prix spot. Alors, je vous ai mis ici un exemple de comment les prix spot aussi ont bougé en 2016 sur les différents pays. Donc vous avez, si on voit en bleu, la courbe ici, c'est la Grande-Bretagne, qui traditionnellement a des prix un petit peu plus élevés, parce qu'en Grande-Bretagne, on a beaucoup de production à base de gaz. Ils ont peu de production. Ils commencent à avoir de plus en plus d'ENR, mais c'était pas encore si développé que ça, et puis ils n'ont pas de nucléaire. Quand on voit en Allemagne, les prix allemands sont très bas, je vous l'ai dit, donc il y a beaucoup d'énergie renouvelable, et puis en Allemagne, ils ont aussi beaucoup de production à base de lignite, donc c'est un charbon produit dans le pays lui-même, et donc qui a des coûts finalement assez faibles. Donc on voit toutes ces structures, puisque ce qui se passe ici, je ne sais pas si vous vous rappelez ce qui s'est passé là, à l'automne dernier, et là vous voyez que les prix, parce que c'est des moyennes hebdomadaires quand même, donc quand on voit un prix qui monte à ce niveau-là, c'est qu'il s'est passé des gros pics de prix, et donc là, globalement, à mon avis, ce qui explique cette hausse des prix, c'est les fermetures des centrales nucléaires en France déclarées par l'ASN, et donc forcément, il y a restriction de la production, des possibilités de production, donc les prix montent. Donc ça n'a pas touché tous les pays, par exemple, l'Allemagne, ça n'a quasiment rien changé, ni les Pays-Bas. Alors j'aime bien ces graphiques aussi, c'est pour vous illustrer une situation de pic de prix. Donc là vous voyez les prix spot qui sont en France en bleu et en Allemagne en vert. Donc c'est sur une semaine entre le 10 août 2013 puis le 24 août, donc c'est plutôt 15 jours. Voilà, donc vous avez des moments où les prix sont strictement équivalents dans les deux pays. Ça c'est quand en fait, on va dire les deux pays peuvent être considérés presque comme un seul parce que l'interconnexion entre les deux fonctionne et pas saturée. Et puis il y a des moments où les deux prix se séparent. Et donc ici, il y a un pic de prix jusqu'à 140 € du mégawattheure en Allemagne. Et si on regarde les conditions de production en Allemagne, voilà ce qui se passe. Donc vous avez pour tous les jours la production pas photovoltaïque, au contraire éolienne en pointillé, qu'on ne voit pas très bien, j'espère que vous la voyez quand même. Et se surajoute dans la journée la production solaire allemande. Donc tous les jours, vous avez forcément ce pic de production solaire, excusez-moi. Et le jour du pic de prix, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, on a une production qui est beaucoup moins importante que les jours d'avant.
Donc d'un coup, la production est complètement changée. Ça se traduit donc par un pic de prix. Et alors un autre phénomène qu'on peut voir aussi, c'est au contraire, quand on a un excès de production renouvelable, et qu'est-ce qui peut se passer? C'est qu'on peut aller vers des pics de prix, mais négatifs. Donc là, ce jour-là, vous voyez, alors c'est les prix spot en France, ou en Allemagne aussi, je crois, qui sont touchés. Donc on a beaucoup plus d'énergie renouvelable que les autres jours. Et alors pourquoi vous allez me dire ça crée des prix négatifs? Ça veut dire que quand même un prix négatif, il faut conceptualiser le truc, c'est-à-dire que vous êtes prêt à payer pour produire. Pareil, et pourquoi vous êtes prêt à payer pour produire? C'est en fait lié au fait que vous dites ok, je vais payer, mais je vais payer quelques heures dans la journée. Ça peut valoir le coup quand même, parce que dans ces cas-là, j'arrête pas ma centrale qui, si je l'arrête, il faudra que je la redémarre, et donc je paye à nouveau. En fait, on paye ce qu'on appelle les coûts de démarrage. C'est physique, il faut réalimenter les turbines, etc. Et donc il faut peut-être mieux payer quelques heures, c'est économique, ça veut dire que ça valait plus le coup de payer quelques heures à produire plutôt que de s'arrêter, parce qu'on jugeait que finalement quand même les gains attendus sur la suite seraient plus importants que de s'arrêter. Voilà. Donc voilà des phénomènes aussi qui peuvent se passer sur les prix spot d'électricité. Ça, c'est des choses qui sont des risques inhérents à un électricien. C'est vraiment les pics de prix. L'électricité, c'est une des commodités reconnues pour ça, c'est qu'il y a des pics importants, et là, ce pic-là, il n'est pas si important. Le pic, on a déjà connu des pics à 1000 € du mégawattheure, voire 3000 € du mégawattheure, ça c'est le maximum de toute façon toléré sur le marché spot. Mais donc ça peut monter vraiment très haut. Et aussi des pics à la baisse. Donc ça aussi, c'est des choses importantes à représenter et à modéliser, parce que ça vient quand même complètement changer la valeur de certains de vos actifs. Les marchés, alors, ils sont intégrés ou ils ne sont pas intégrés? Parce que c'est... Quand vous dites intégrés entre les différents pays européens ou... Ouais. Alors les marchés... Si les prix coïncident exactement, on va dire que c'est parce qu'ils sont intégrés. Des marchés totalement intégrés, puis quelquefois ils ne le sont plus. Alors ils sont intégrés dans la mesure des interconnexions. Donc si c'est possible, il y a toute une plateforme de prix spot qui fait converger le prix en utilisant les interconnexions au maximum. Si tout se passe bien, c'est-à-dire que si les flux aux interconnexions ne dépassent pas les limites physiques, on a un seul et même prix en Europe. Ça se produit rarement, mais ça se produit. Par contre, dès lors que finalement un pays est très producteur et exporte au maximum vers tous les autres, par exemple, il va saturer ses interconnexions, et dans ces cas-là, les prix se déconnectent. Mais ils sont intégrés. Qu'est-ce qu'on fait de l'électricité produite en trop? Alors, il n'y a jamais d'électricité produite en trop. Parce que si on avait l'électricité produite en trop, il y aurait un effondrement du réseau. Il faut que la production soit égale à la consommation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? S'il y a trop de production, on peut demander à des gens d'essayer de consommer plus. On va aussi réduire au maximum toutes les productions qu'on peut réduire, c'est-à-dire qu'on va couper les centrales thermiques. Et puis, en dernier recours, on peut aussi délester, c'est-à-dire... ne pas utiliser, mettre à la terre, on va dire, la production d'énergie renouvelable, par exemple, la déconnecter du réseau. Bon, on essaye de le faire le moins possible, parce que c'est quand même dommage, elle est là, elle serait perdue. Oui, mais des panneaux solaires, par exemple, si à un moment donné, si on avait une technologie d'ailleurs très avancée en panneaux solaires, mieux ça serait possible que à cause d'un ensoleillement exceptionnel, on ait une électricité, on ne sait pas quoi faire. Exactement. Dans ces cas-là, ce qu'on dit, il faut pouvoir délester et l'envoyer à la benne, d'une certaine manière. De toute façon, Ouais. Alors il y a une forme de stockage. On peut pomper un petit peu, il y a des steps. C'est-à-dire qu'on peut aller rendre. Enfin, c'est des rendements assez faibles, mais quand même c'est utilisé. Donc on prend de l'eau dans les basses vallées et puis on les ramène en hauteur. Et puis il y a une forme de stockage dans les lacs, mais dans ces cas-là, ça veut juste dire qu'on ne les utilise pas. Mais... Après, c'est pas beaucoup. Encore. Non. Non, mais... on étudie des choses. De la spéculation sur le marché de l'électricité, les opérations d'arbitrage. Alors, c'est un marché qui est quand même pas très liquide. Je suis pas enfin, moi, j'ai jamais tradé directement, mais voilà ce qu'on dit. C'est pas un marché très liquide. Au début, il y a eu pas mal d'acteurs financiers qui sont rentrés sur le marché de l'électricité. Puis, on a plutôt assisté à une vague où ils sont repartis, parce que c'est quand même un marché qui est très proche de ses fondamentaux physiques. Donc, je pense que c'est pas si facile de faire de l'arbitrage comme ça. Et puis, il y a ce problème de livraison physique. Enfin, livrer physiquement l'électricité, c'est pas le même métier, je pense. Donc, il faut qu'ils arrivent à déboucler leur position avant la livraison, ou alors traiter que des produits financiers. Donc, il y a de l'arbitrage, mais c'est quand même pas un marché très liquide.
entre les traders et... Oui, parce qu'il y a des gens qui se trouvent, donc il y a des transferts de risque. Alors le transfert de risque, c'est une forme de stabilisation. Oui, mais on a des positions naturellement... Oui, mais naturellement, un producteur va être lourd en électricité alors qu'un commercialisateur va être court en électricité. Donc le marché, c'est aussi beaucoup la rencontre entre ces deux personnes qui naturellement sont exposées à l'inverse. Ce qui est difficile, c'est vrai que c'est qu'il n'y a pas cette forme de stockage, donc on ne peut pas décider de stocker l'électricité pour plus tard, donc ça fait une opportunité peut-être de moins. Alors pour le marché futur, enfin le marché forward, donc c'est finalement une anticipation de ce que pourra être le prix spot, bon, assez classiquement. Et c'est aussi les acteurs incorporent aussi toute la vision qu'ils vont avoir des nouvelles conditions de production. C'est-à-dire ils vont regarder s'il y a des nouvelles centrales à arriver en fonctionnement, s'il va y avoir des centrales à arrêter, parce qu'on communique bien entendu à l'avance tous les plannings de production et d'arrêt des centrales pour maintenance. Ils vont regarder effectivement s'il y a des nouvelles centrales renouvelables qui arrivent sur le marché, certaines qui vont être fermées. Donc ils connaissent les nouvelles conditions de consommation pour le futur, et puis ils ont une anticipation aussi de ce que sera la consommation pour les années peut-être à venir, et c'est à base de ça qu'ils vont construire leur prix futur. Donc en fait le prix futur il reflète ce que pourrait être le prix spot dans le futur, et on a aussi un transfert de ce qu'on vit quand même sur le prix spot, qui pourtant n'est pas directement réglé, parce qu'on ne peut pas stocker. Mais néanmoins, quand vous avez cette affaire de l'ASN qui ferme des centrales nucléaires en France sur l'hiver 2016, et ben d'un coup, les prix pour les hivers à venir augmentent. Alors que les acteurs révisent leur prime de risque, on va dire, donc répercutent ça sur les années à venir, puis normalement, au fur et à mesure, ça se recalme. Mais donc, il n'y a pas de transfert direct entre le prix spot et le prix futur, si ce n'est des fois une contagion un petit peu dans l'idée de que sont les acteurs de la mesure de risque. Alors voici, là, avant je vous avais présenté les prix spot, voici ici des prix à terme, donc c'est les prix annuels, français en bleu, ici, donc une évolution de 2014 jusqu'à 2016, ici vous avez le prix allemand, je crois, en rouge. Et il y a les prix de combustible. Donc ici vous avez le prix de gaz. Donc vous voyez quand même que c'est assez clairement lié. Donc toujours proche des fondamentaux. Si le prix du gaz augmente, a priori votre prix électricité a de bonnes chances d'augmenter parce qu'on utilise le gaz pour produire. Et puis vous avez aussi ici le prix du charbon. Et vous voyez en jaune, c'est la première fois qu'on en parle, mais c'est aussi important, enfin j'en ai un petit peu parlé, mais qu'on le voit, c'est le prix du CO2. Bon, le prix du CO2 impacte peut-être moins, mais normalement il est là. Donc peut-être deux choses à retenir de ce graphique, c'est que quand on voit le prix allemand et le prix français, alors il y a un spread entre les deux, une différence, puisqu'on a déjà parlé, après, les conditions de production en Allemagne, il y a plus d'énergie renouvelable, donc c'est moins cher, etc. Par contre, les évolutions sont très très liées, donc, parce qu'elles sont proches des fondamentaux de production et notamment des prix des combustibles comme le gaz ou comme le charbon. Donc quand l'un monte, l'autre a de bonnes chances aussi de monter. Et c'est aussi parce que ces marchés sont intégrés et que normalement ils suivent les mêmes fondamentaux et qu'en plus ils sont intégrés dans la mesure du possible. Alors sur les prix forward, on a plus, donc comme les prix spot, il y a une forme de saisonnalité. Forcément, puisqu'on en a parlé, c'est les conditions de production-consommation. Donc ici, vous avez un prix, alors ça c'est pour le gaz, mais ce serait vrai aussi pour l'électricité, mais donc on a une saisonnalité annuelle qui est importante, puisqu'en hiver, en général, les prix sont plus élevés qu'en été. Vous avez aussi donc après une saisonnalité mensuelle qui est importante. Vous avez aussi un effet assez classique sur les marchés de commodités, c'est l'effet, ce qu'on nomme Samuelson, l'effet de la maturité. C'est-à-dire que plus on se rapproche de la période de livraison, ici ça représente la volatilité du prix le trait plein et la volatilité d'un produit, et là on voit très clairement qu'elle augmente vers la livraison. Et donc ça c'est très classique dans les marchés de commodités, c'est en fait parce que on a de plus en plus d'informations sur le produit, sur ce qui va se passer proche de la livraison.
Et donc ça a tendance à faire augmenter la variation des prix parce que la moindre information a un impact d'autant plus important. Une information 2 ans à l'avance ne va pas avoir le même impact qu'une information juste quelques jours avant. Donc ça, quand vous construisez un modèle de prix, c'est quelque chose qu'on a envie de voir. C'est l'augmentation de la volatilité des produits, plus on se rapproche de leur livraison. Et vous avez un autre effet qui est l'effet de ce qu'on appelle la term structure, c'est que la volatilité aussi, donc elle augmente quand on se rapproche de la livraison, mais elle est aussi plus importante pour les produits qui sont plus courts. Donc ici vous avez la volatilité pour le produit M+1, c'est-à-dire la livraison pour le mois à venir, pour le produit trimestre à venir et pour le produit année à venir. Et donc la plupart du temps c'est vrai, c'est que cette volatilité est plus importante pour les produits qui sont les plus courts. Et ça c'est encore aussi c'est un peu cette même type d'explication. Les produits les plus courts c'est aussi ceux qui vont arriver les plus vite, sur lesquels l'information pèsent le plus en fait et font plus bouger les prix. Alors, donc là je vous ai parlé des marchés énergie. Après ce qu'il faut voir c'est que on a d'autres types de marchés. Il y a les marchés d'interconnexion capacité. Donc entre deux pays vous allez pouvoir acheter du passage d'électricité pour faire venir l'électricité d'un pays à un autre. Donc ça on verra un peu dans un modèle que je vous présente après. Vous avez des marchés de capacité, parce que donc le marché d'énergie c'est très bien, sauf que aujourd'hui les prix diminuent de plus en plus. Donc c'est-à-dire que l'énergie vaut de moins en moins, enfin là il est un petit peu remonté mais il y a cette tendance-là, et ce qui ne permet pas de payer les capacités de production. Donc a été décidé, au moins en France et en Angleterre, de créer un marché de capacité, c'est-à-dire pour rémunérer la possibilité de pouvoir produire. C'est-à-dire que vous produisiez ou que vous ne produisiez pas, vous allez peut-être être rémunéré simplement parce que vous êtes là et vous créez une certaine assurance que vous pouvez produire s'il y a un coup dur sur le marché. Dans d'autres pays, c'est une discussion qui est encore en cours en France. Donc la première enchère de capacité a eu lieu l'année dernière en fin 2016. Il y en a eu une autre il n'y a pas très longtemps. Au UK, c'est aussi quelque chose de tout nouveau. Et dans d'autres pays, en fait, donc ce mécanisme, c'est pas universel, chaque marché est très très spécifique. Et puis il y a d'autres façons de faire. Dans d'autres pays, ils font plutôt ce qu'ils appellent des réserves stratégiques. En Allemagne, par exemple, certaines centrales qui devaient fermer parce qu'elles étaient plus rentables économiquement, le gouvernement les a forcés à rester quand même opérationnels et offre une forme de garantie, j'imagine, financière pour leur demander de rester opérationnels en cas de coup dur. Mais ça ne se fait pas forcément par un marché. Donc ça, on va peut-être en parler juste après. Et après, il y a ce fameux marché physique dont on a un petit peu parlé au début, qui est le balancing market ou marché d'ajustement et le marché de service système. Donc ces deux marchés-là, ce n'est pas des marchés qui sont nouveaux, ça a toujours existé puisque c'est ce qui permet de garantir l'équilibre en temps réel de la production et de la consommation. Mais il y a pas mal de transformations sur ces marchés pour les rendre justement plus proches du marché, plus ouverts, pour que chacun puisse offrir ses capacités à des prix et les rendre plus compétitifs. En fait. Je disais, on assiste un peu à une transformation pour les rendre plus marché et moins mécanisme. Alors, je vous ai mis donc, quelques illustrations. Donc, sur le marché de capacité en France, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, maintenant, les fournisseurs d'électricité ont obligation d'avoir acheté à l'avance de la capacité de production pour la prévision de consommation de leurs clients. C'est-à-dire que vous êtes un fournisseur d'électricité, vous devez vous assurer d'avoir acheté la capacité qui permettra à ces clients de trouver de l'énergie. Donc en face de vous, qui est-ce que vous trouvez? Vous trouvez des producteurs qui ont des centrales de production, qui les font certifier, c'est-à-dire qu'on certifie qu'elles sont aptes à produire. Et puis, donc une fois que je suis producteur, que j'ai fait certifier ma centrale, je peux offrir mon certificat de capacité. En face de moi, je vais trouver donc un fournisseur. Et la rencontre entre nos deux offres va créer un prix. Moi, je suis un peu naïf, mais c'est qui complètement en France? Alors, les producteurs, il y a EDF et puis il y a Engie. Mais il y a d'autres producteurs aussi, dans une certaine mesure. On peut... Engie, EDF, c'est pareil? Ah non, ah non. Xavier, c'est l'ancien GDF? Ouais. c'est GDF. Pas de problème, on oublie. GDF Suez. GDF Suez, ça n'existe plus, c'est fini. C'est Engie. D'accord.
Ils ont des centrales électriques. Non, je dis c'est les deux gros, mais après, il y a d'autres producteurs qui ont des centrales. Et puis, il y a des il y a des plus petites centrales, je vous cite les deux gros. Et puis, les fournisseurs d'électricité, il y en a quand même pas mal. Je ne vous ai pas montré, mais il y a des sites où il y a des comparateurs d'offres d'électricité que vous pouvez regarder sur n'importe quelle ville en France et vous trouverez tous les fournisseurs qui peuvent s'adresser à vous. Et vous serez surpris. EDF et Énergie. Eux, ils sont aussi supérieurs. Oui, mais ils vont donc effectivement netter, on va dire, leur position longue et courte, mais ils sont jamais parfaitement équilibrés. EDF avant, un monopole, avait forcément production égale consommation, mais aujourd'hui, on a beaucoup de production et beaucoup moins de... On n'est pas équilibré, on est long. Toutes les centrales électriques, elles appartiennent à EDF en France? Non. En grosse partie, mais non. Ah bon. Ouais. Et c'est quoi les pourcentages? J'ai du mal à me faire réaliser, moi. Après, ça dépend si on regarde l'été. C'est secret? Oh non, ça vous trouvez l'information. Je vais dire des bêtises si je commence à annoncer des pourcentages. Après, c'est très gros pour EDF. C'est ça, c'est 80%. 80% Oui. Et le producteur et le supérieur en y sont. Le supplier, non. Ça va pas être... C'est pas équilibré, en fait, entre les deux. EDF a perdu, en fait, beaucoup de clients dans le secteur B2B ou B2C. C'était l'ouverture des marchés, classique, logique. Après, c'est plus... Il n'y a pas un marché de la centrale, donc on ne revend pas des centrales, on va dire. Mais par contre, il y a de plus en plus de gens aussi qui ont des productions renouvelables. Des panneaux solaires ou des trucs là. Des fermes éoliennes, des fermes panneaux solaires. Enfin bon, je ne vais pas construire une centrale nucléaire dans mon jardin, ça c'est intéressant. Ah non, ça c'est difficile, mais pourquoi pas. Donc, oui, c'est vrai qu'on ne veut pas trop... mais non, mais c'est plutôt... Après, vous pouvez faire certifier aussi des capacités d'effacement. Donc si vous êtes un agrégateur d'effacement, ils se sont pas remis de la centrale nucléaire dans le jardin, je crois. Non, mais c'est pas ça. Non, mais vous pouvez... Il y a des nouveaux opérateurs. Oui. Il y a beaucoup d'énergie renouvelable. Pour investir et payer les coûts fixes, pour dire les choses plus sérieusement, investir et payer les coûts fixes nécessaires pour produire de l'électricité, tout en respectant aussi des normes environnementales, parce qu'évidemment c'était une boutade sur le nucléaire, mais après, si je veux installer une centrale gaz, charbon ou je sais pas quoi, c'est quand même extrêmement polluant, donc après... vous n'avez pas de normes environnementales. Les normes environnementales m'interdisent de faire ça ou des choses comme ça. Alors les normes environnementales, je pense pas qu'il y en ait tant que ça, parce que vous allez payer un prix du CO2, donc si votre centrale elle est très moche et très polluante, vous allez payer le prix du CO2 qui va avec. Le prix du CO2 est complètement ridicule. Bon, oui. Mais voilà. Après, justement, les centrales gaz, c'était typiquement la technologie où des gens ont investi, même en France, à développer des nouvelles centrales. Après, on est plutôt dans une phase où on a un excédent de production en Europe, puisqu'on a plutôt une situation économique qui s'était dégradée, donc moins de consommation. On a eu beaucoup d'énergie renouvelable arriver sur le marché, donc on n'a pas besoin tellement de nouvelles centrales thermiques, et on est plutôt dans une phase où les centrales thermiques ferment. Donc je pense que les nouveaux opérateurs qu'on voit là, côté capacité, c'est beaucoup plus des gens qui ont des centrales ENR, ou alors aussi des agrégateurs d'effacement, c'est-à-dire des gens qui vont prendre plusieurs consommateurs qui peuvent s'engager à réduire leur consommation à certains moments. Donc ça peut être typiquement des gros industriels, voire pour l'instant c'est pas encore très développé, mais même des résidentiels, qui abréger des flexibilités comme ça. Donc ça veut dire que vous pouvez certifier votre capacité en disant moi je peux faire diminuer la consommation à certains moments. Et donc ça équivaut à une forme de supplément de production. Diminuer la consommation, produire plus, c'est un peu la même chose. Donc vous allez pouvoir certifier votre capacité d'effacement. Voilà, vous avez un graphe sur lequel vous voyez rien du tout, mais qui est en fait justement l'offre et la demande sur la dernière enchère qui a eu lieu en avril, je crois, où le prix s'est fixé à 1 000 € par garantie. Une garantie, c'est 0,1 MW. Alors concrètement, si on retraduit ensuite en euros du mégawattheure, ça fait quelques euros du mégawattheure, l'impact du marché de capacité, ensuite sur des factures des clients. Alors, on ne va pas détailler tout ça, parce que je pense que sinon... Donc, ensuite vient le marché physique,
où là, notre fameux gestionnaire de réseau de transport prend la main et va équilibrer le système. Et pour ça, il déclare il a besoin de différents niveaux de réserve, c'est-à-dire qu'il a besoin de choses qui viennent se déclencher automatiquement, très rapidement. Dès qu'on constate un déséquilibre, en fait, le réseau il est régulé aussi par sa fréquence. Et dès qu'il y a une variation de fréquence sur le réseau, les centrales, automatiquement aussi, vont s'ajuster, vont tourner plus vite ou moins vite pour redresser la fréquence. Donc ça, il y a une réponse très rapide. Mais il faut aussi mettre des moyens complémentaires. Donc dès qu'il y a un aléa de production et de consommation, et ensuite, dans un délai de moins de 15 minutes, on va avoir ce qu'on appelle la réserve secondaire. Donc on va faire appel à des moyens supplémentaires. Et puis, on a aussi la réserve tertiaire qui est vraiment ce mécanisme d'ajustement où tous les producteurs français, par exemple, ont obligation d'offrir leur disponible, mais c'est aussi disponible pour les producteurs étrangers qui vont dire, moi, j'ai une centrale que je peux augmenter ou diminuer si vous m'offrez tel prix. Donc en fait, le gestionnaire de réseau, il a à sa main tout ce marché d'ajustement, il a ce carnet d'offres et de possibilitaires qui vont avec des contraintes, c'est-à-dire que vous pouvez dire je peux augmenter mais pendant telle période, ou si j'augmente il faut absolument que ce soit pendant tant de temps. Donc ensuite il fait le tri là-dedans pour voir ce qui est le plus économique en fonction de l'écart de consommation et de production qu'il constate. Et donc il fait son choix, ce qui permet normalement de maintenir le réseau en fonctionnement. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est que je vous ai dit, donc il fait son choix, il assure. J'arrive plus à passer. Mais il va falloir à un moment faire les comptes. Parce que donc, il a appelé certaines centrales qui ont par exemple plus produit parce qu'il avait constaté qu'il manquait de la production. Il a fallu rémunérer ces gens-là qui ont plus produit. Mais il y a un moment, il va falloir que quelqu'un paye pour ça. Et donc, on va les constater pour chacun des responsables d'équilibre, qui sont les fournisseurs, les producteurs, où ils étaient à ce moment-là, comment ils avaient anticipé et comment eux-mêmes étaient équilibrés. Donc, on va compter l'imbalance, donc l'énergie qui n'était pas équilibrée. Et donc, ce qui va se passer, c'est que, imaginons que le système était à la hausse, c'est-à-dire qu'il fallait un excédent de production. Si vous êtes responsable d'équilibre et que vous étiez positif, c'est-à-dire que vous-même, vous aviez un excédent de production. Donc, le système avait besoin d'énergie et vous étiez trompé, vous produisiez plus que ce que vous aviez annoncé. Donc, d'une certaine manière, vous avez aidé le système. Donc, dans ces cas-là, pour cet excédent de production, on va quand même vous rémunérer, on va vous rémunérer le prix spot. Donc en fait, pour vous, ça a été équivalent. Vous étiez trompé, mais bon, c'était pas très grave, vous auriez pu le vendre la veille, ça aurait été pareil. Par contre, si vous étiez en écart négatif, c'est-à-dire que vous avez créé ce fameux écart, le système avait besoin de production, et puis vous, oui, vous étiez trompé et vous n'avez pas produit assez, et bien là, vous allez payer finalement ce PMPH, qui est le prix moyen pondéré à la hausse ou à la baisse. En fait, c'est ce que le gestionnaire de réseau a dû payer pour aller augmenter la production à ce moment-là, fois une certaine pénalité, le petit K. Vous allez aller payer ce prix-là, et puis au maximum le prix spot, c'est-à-dire qu'on vient vous faire payer ce qu'il a fallu acheter pour résoudre le problème sur le réseau, moyennant une certaine pénalité, et puis on maximise par le prix spot pour vous dire on ne veut pas que les gens essayent de jouer avec ça et qu'ils cherchent à arriver court ou long, enfin à se tromper, parce qu'ils ne gagnent pas là-dessus. Donc normalement le mécanisme il est fait de sorte que les gens soient incités à s'équilibrer sur le marché spot, la veille pour le lendemain, qu'ils fassent au mieux leurs prédictions de production et de consommation, qu'ils achètent la bonne énergie. Et puis après, il y a les impondérables. Forcément, même la meilleure prédiction, elle n'est jamais parfaite. Donc il y aura des écarts et on viendra vous les faire payer. Mais donc, si vous avez aidé le système, finalement, vous n'êtes pas pénalisé, heureusement. Donc voilà ce qui se passe. Alors, je crois que j'ai fait le tour de tous ces marchés d'électricité. Après, je voulais passer donc au modèle de prix. Je regarde l'heure qu'il est. Pour le risk management. Donc, on va peut-être être assez rapide. Donc là, j'ai voulu me focaliser sur les modèles de prix qui lient spot et forward. Parce qu'en fait, des modèles de prix, forcément, il y en a beaucoup. Et qui se focalisent aussi sur les risques et sur la mesure de risque. Donc je ne regarde pas du tout ce qui est modèle de prix pour la prévision, parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse là, même s'il en existe beaucoup. Alors, je pense qu'on va faire... Donc pourquoi on a besoin de modèle de prix quand on est un énergéticien? C'est parce qu'on a plusieurs actions
pour lesquels on a besoin d'un éclairage et de quantifier les choses. D'abord, on va se poser à long terme les questions d'investissement et des investissements. Donc vous avez besoin d'idées de combien votre investissement sera rentable et ce que vous pouvez espérer générer avec cet investissement. Donc pour ça, si c'est un investissement sur une production d'électricité, forcément il faut que vous essayiez de voir combien vous allez pouvoir toucher, donc quel sera le prix de l'électricité pour la vie de cette centrale. Donc c'est assez long, ça peut être 10, 20 ans, voire 40 ou 60 ans. Donc vous avez besoin de modèles qui voient le futur, donc la situation économique, et qui soient assez basés sur des arguments effectivement macro-éco, je pense. Ensuite, vous avez, donc ça c'est l'horizon long, mais après à moyen terme, ce dont vous avez besoin, c'est, vous avez un portefeuille, vous avez des actifs physiques, vous avez qui sont des centrales de production, mais vous avez aussi des clients en portefeuille, donc vous voulez être capable de donner une valeur à ce portefeuille, donc à la fois d'actifs physiques, mais aussi vous avez des contrats financiers. Et ça vous permet de vous donner une vision effectivement de vos revenus. Et ça permet aussi de gérer de déterminer vos stratégies de gestion pour vos actifs physiques. Quand vous avez un stockage hydraulique, par exemple, vous avez besoin de savoir donner une certaine valeur à votre stock pour savoir quand est-ce que vous allez, de préférence, l'utiliser et donc quelle est sa valeur. En termes de risque, vous allez vous couvrir sur les marchés de l'énergie puisque vous avez besoin d'acheter du combustible et puis vous avez envie de vendre et d'acheter à terme votre électricité si votre politique de risque, enfin, si votre conception du risque est de couvrir à terme. Il y a peut-être des gens qui ont envie d'attendre le spot. En tout cas, il est assez légitime de se poser la question de si vous avez envie d'utiliser les marchés à terme. Donc vous allez calculer vos positions de couverture et les actions que vous avez envie d'entreprendre. Donc pour tout ça, vous avez besoin de modèles de prix qui soient à la fois juste pour le spot et le forward. Non, sur la décision d'investissement, oui. Il y a, donc si on est sur les centrales nucléaires, des horizons 40, 60 ans, etc., il y a déjà la question de la valeur à la fin et une valeur négative, donc évaluer correctement le coût de désinstallation, ça c'est un vrai problème. Ouais. Et puis après, il y a aussi comment est-ce qu'on actualise les revenus, le facteur d'actualisation, comment il est construit, tout ça. C'est souvent une grosse discussion politique. Oui. Ah oui. Après, les derniers investissements dans le nucléaire qui sont faits en Angleterre, ils sont faits contre un prix garanti. C'est-à-dire que le contrat négocié avec le gouvernement anglais, c'est que l'énergie produite par les centrales Hinkley Point sera rachetée à un prix garanti. Bah oui, contre-production. Oui. Quand même, c'est pas un prix garanti hors production, c'est un prix garanti pour la production. C'est de la mauvaise foi, là. Oui. Mais ouais, je pense forcément plus c'est long, plus c'est très difficile de faire une évaluation juste et c'est des problèmes vraiment très compliqués et sur lesquels il y a une grosse prise de risque, forcément. C'est des questions d'actualisation, c'est pas simple. Non. Christian Gaudier sur ces questions, etc. Ça n'a rien de. Ah non, c'est. On n'est pas en marché complet avec un facteur d'actualisation évident, etc. On est sur des horizons qui sont vraiment très long terme, avec des risques physiques qui sont couvrables vraiment importants. Donc, ouais. Là-dessus, il n'y a pas de solution unanime. Non. Et là, en fait, ça rend quand même compliqué le calcul d'un prix. Après, les décisions d'investissement, elles sont quand même motivées par des conceptions macro-éco qui sont construites. Après, les centrales nucléaires, effectivement, je pense que c'est un cas un peu extrême parce que l'horizon est tellement long. C'est récupérable de toute façon. Celles qui sont construites, mais les futures, oui. Ça a été fait à un moment où le marché n'existait pas. Oui. Oui, bien sûr. En situation de monopole, c'est un petit peu différent. Je pense qu'il y a eu une grosse part de décision politique à l'époque aussi. Oui, mais les gens du commissariat au plan, à l'époque, ils actualisaient quand même. Ah bah oui, c'est ça qu'on actualise depuis toujours, oui. Oui. C'est vrai.
question plus court terme, mais qui est importante aussi, et qui est de plus en plus vraie, c'est quel est le prix en fait auquel je vends mon électricité à mes clients. Donc quel est le prix, et puis aussi on inclut des facteurs de risque, c'est-à-dire que vous n'allez peut-être pas faire le même prix à quelqu'un qui a une consommation qui est très stable, ou quelqu'un qui a une consommation qui est très erratique, et donc qui vous fait apporter un risque beaucoup plus important. Parce qu'il va falloir justement équilibrer cette consommation erratique. Et puis vous pouvez aussi vouloir prendre, ça je ne vais pas le traiter, mais bien sûr vous pouvez avoir besoin de modèles de prix pour faire des trades et puis prendre des vues spéculatives. Donc là vous avez plus besoin d'un modèle de prévision pour essayer de voir en fait comment spéculer et tirer avantage des marchés. Alors, donc c'est pas facile d'estimer pourquoi un modèle de prix il est bon. Parce qu'en fait, là, dans les modèles qu'on va regarder, c'est des modèles pour faire de la gestion de risque. Je ne cherche pas à faire un modèle de prédiction. Un modèle de prévision, c'est simple. Je fais une prévision, je regarde ensuite le prix qui sort de ma prévision, le prix réalisé, je compare les deux, j'ai un juge de paix, quoi. Sur des modèles de gestion de risque, c'est beaucoup moins évident. Donc en fait, là, je vous ai listé un petit peu des critères qui font consensus chez les opérationnels, en disant un bon modèle de prix, il faut qu'il soit à peu près réaliste. C'est-à-dire que quand on regarde des trajectoires historiques et puis de prix, et puis des trajectoires simulées par ce modèle, qui c'est des têtes un peu convenables, ça rassure. Il faut qu'il soit suffisamment simple, à la fois pour être compris et puis pour être tractable, et qu'il puisse être efficace, c'est-à-dire qu'on puisse les simuler rapidement, parce qu'en général, on fait ces calculs, on a des gros portefeuilles, il faut que les calculs soient faits régulièrement. Donc plus ils sont efficaces et plus faciles à estimer, que les paramètres sont faciles à estimer, c'est quand même un bon avantage, et puis ça veut dire aussi qu'ils sont mieux compris. On a envie que aussi soient robustes par rapport à l'estimation des paramètres, c'est aussi des questions importantes. Et puis on aime bien aussi qu'ils soient génériques, parce que un électricien il est exposé au prix de l'électricité, mais il est aussi exposé au prix des autres combustibles. Donc si on peut avoir des modèles de prix qui soient un peu génériques pour tout ça, c'est pas plus mal, en général ça rend les choses plus simples. Donc voilà une liste de critères sur lesquels il n'existe pas de mesure. Donc là non plus les questions sont loin d'être simples. Comme ça je passe. Alors il y avait cet article de Raphaël Véron, qui est quelqu'un qui fait beaucoup de modèles de prix en Pologne, liste un petit peu toutes les sortes de prix de modèles, les grandes familles de prix de modèles qu'il voyait dans la littérature, qui sont vraiment très différentes. Donc vous avez ce qu'il appelle les modèles multi-agents, qui sont des modèles justement plus proches de l'économie. Vous allez regarder l'équilibre. Donc tous ces modèles existent, on va les détailler un tout petit peu après. Et je pense qu'en fait, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, ça dépend vraiment de l'usage que vous souhaitez en faire. Donc nous, à EDF, je vois, on a en fait plusieurs modèles de prix en fonction de la question qu'on cherche à illustrer. Et il n'y en a pas un qui fait consensus pour tout, il n'y a pas de modèle miracle. Donc si vous faites une décision d'investissement, c'est pas du tout le même modèle que vous allez prendre de si vous voulez faire une couverture. Ça c'est sûr. Donc dans les familles qui listaient, donc il y a ces modèles multi-agents qui vont représenter un équilibre entre supply function equilibrium par exemple. Vous avez aussi les modèles de fondamentaux, donc basés vraiment sur une vision soit très fine de la production face à la consommation ou plus parcimonieuse, en disant, en voyant des gros blocs, parce qu'on a vu que les prix y reflétaient quand même beaucoup ces fondamentaux. Après, vous avez des modèles beaucoup plus proches de la finance classique, des modèles type statistique, avec toutes les déclinaisons de modèles qu'il y a, et puis des modèles réseau de neurones, support vector machines, donc il y a toute une gamme de modèles, c'est vraiment très vaste, il y a un choix énorme, après c'est pas toujours facile de s'y retrouver et de trouver le meilleur. Bon. Alors, par contre, on va essayer de voir... Ouais. Ça c'est pour réaliser le prix, à quelle échéance? Tout dépend de ce que tu veux en faire. Là, après, je vais plus me concentrer sur l'aspect risque et couverture. Donc l'échéance, c'est on a envie d'avoir les prix spot, le très court terme, le quasi instantané, et jusqu'à 3 ans, parce que c'est l'horizon de marché, on trouve de manière liquide. On peut trouver des produits jusqu'à 5 ans, mais en général on dit que jusqu'à 3 ans, on trouve des produits sur les marchés. Parce que vous avez décrit, le marché il évolue beaucoup dans sa structure, il évolue assez rapidement, donc les taux de marge, tout ça, le nombre d'acteurs va changer, donc à 3 ans.
soit on met une volatilité importante pour masquer un petit peu tout ça et représenter ça, ou alors des modèles structurés parcimonieux. C'est peut-être pas... C'est une solution, parce qu'on peut mettre dedans des hypothèses sur quelles sont les conditions de production. Par exemple, plus d'énergie renouvelable dans 3 ans. Donc ça permet peut-être de le voir. Mais tout dépend de la question qu'on se pose. Mais après, c'est vrai que c'est pas facile non plus, parce que les prix combustibles peuvent bouger, puis dans 3 ans, est-ce qu'on a envie de mettre un modèle très, très précis dessus, ou des hypothèses? Alors, souvent, la façon dont on a de faire, c'est parce que, donc, comme on a envie, pour des modèles de risque, d'avoir cette vision coordonnée spot et futur, ou alors le prix spot est en fait à la limite le prix futur, c'est-à-dire pour le prix futur, je vais noter F petit t, c'est la date de cotation, grand T, la maturité, et θ, ce sera la durée de livraison. Et donc ça, c'est pour les vrais produits forward, les produits cotés. Par contre, on prend souvent un proxy qui dit ces produits cotés, c'est pas très pratique. On va prendre ce qu'on appelle les produits unitaires pour livraison 1 heure. Donc c'est des produits fictifs, parce qu'ils ne sont pas cotés sur le marché, mais enfin ça fait un bon proxy pour dire, donc ce serait un produit coté aujourd'hui pour la date grand T, que je vais recevoir pendant 1 heure. Et ça nous permet de faire le lien avec le prix spot, puisque si je regarde le prix à la date petit t pour la livraison petit t, à ce moment-là, ce serait le prix spot. Alors spot pas au sens DEN, mais spot vrai instantané. Et on fera le proxy que DEN et instantané, c'est à peu près la même chose. Et donc si on a ça, et cette construction unitaire, on peut aussi retrouver par hypothèse d'absence d'opportunité d'arbitrage les vrais prix cotés, comme la moyenne sur la période de livraison des produits unitaires. Donc ça, c'est une hypothèse qui est traditionnellement faite. Et si on fait ça, donc on a deux stratégies pour construire nos modèles de prix, 2 grandes familles. Les prix en partant des courbes forward, ou alors en partant des prix spot. Donc si on part des prix spot, on va supposer une dynamique sur l'évolution des prix forward, et on déduira, comme on l'a dit, le prix spot comme la limite quand comme la maturité tend vers la date de cotation pour le prix forward. Et on déduira les prix forward par non-arbitrage. Et donc la seconde stratégie, c'est de partir des prix spot directement. C'est-à-dire qu'on prend une dynamique pour les prix spot. On peut aussi, c'est pas idiot, c'est de mettre des facteurs exogènes comme les prix de combustible, la demande. Et on déduit les prix forward par non-arbitrage en disant que le prix forward pour une date de livraison grand T, c'est l'espérance du spot pour cette même date grand T, sous probabilité résolue. Alors voici les avantages un peu comparés de ces différentes stratégies. Donc quand on part du prix forward, ce qui est bien, c'est qu'on va bien représenter les prix forward normalement. On appelle cette approche souvent, c'est les modèles proches des modèles financiers AJM, et qu'on utilise classiquement donc avec des facteurs gaussiens. On peut déduire donc notre prix spot, on a souvent une expression pour les prix spot, ça pose pas de problème, et on va avoir des valorisations des dérivés classiques relativement facilement. Donc on a des solutions approchées pour les options, pour les forwards. Par contre, on a fait cette hypothèse de divisibilité de la courbe, et puis on a un nombre de facteurs qui est un peu limité, potentiellement. Et sur le prix spot, on n'est pas forcément très bon, parce que il n'y a que des forwards, et il manque peut-être de l'AIA court terme. Mais si on part des prix spot, qui est donc la deuxième alternative, le problème c'est qu'on va être pas très bon sur les prix forward en général. Il y a peu de chances qu'on colle le marché. Il va falloir faire des bidouilles. C'est pas si simple à calibrer aussi, estimer les paramètres. Et puis il n'existe plus en général des formules fermées pour l'estimer des forwards et des dérivés. Bon, donc c'est un choix à faire. Il y a des modèles dans les deux sens. Là, ce que je vais vous présenter rapidement aussi, alors peut-être là tout à l'heure, je vais juste présenter en quelques équations ce modèle-là, qui est peut-être d'ailleurs déjà bien connu, mais bon, on va le passer assez vite, vous me direz. Et sinon, pour lister ce qui existe comme approche sur les prix spot, donc voilà, on trouve des marchés spot avec un facteur. Donc c'est bien parce qu'on a la probabilité de Markov. Mais notre courbe future forward, elle va être très moche. Alors on peut essayer d'ajouter de la dimension dans le marché spot.
Ajouter aussi des facteurs cachés, comme ce qu'on a dit, qui dépendaient des prix de combustible, de la demande. Mais donc forcément, on perd la propriété de Markov. Et puis, on peut aussi regarder des modèles plus type structurels, qui sont basés sur cette fameuse rencontre entre la production, la courbe d'offre et la courbe de demande. Peut-être d'une manière simplifiée, parce qu'on peut le faire de manière très précise, mais ça devient vite compliqué. Donc c'est plus sympa de prendre des modèles simplifiés. Et ça permet aussi donc d'avoir des modèles qui ne sont pas idiots. Il y aura un exemple tout à l'heure. Alors, donc voilà, vous me dites si ça c'est... Le c'est que la chance que vous avez quand même pour faire de l'économétrie, pour estimer ces modèles de prix là, c'est que si vous avez l'ensemble des enchères à midi, oui. Vous avez vraiment les courbes, alors que les économètres habituels, ils n'ont pas les courbes, ils n'ont qu'un point, donc c'est difficile. L'estimation est rendue difficile parce qu'on n'a pas les deux pentes. Mais là, vous avez tout. Oui. Donc c'est une information hyper précieuse pour estimer. Ouais, après, je pense pas que ça a été tant exploité que ça. Mais les données sont disponibles. C'est le problème numéro 1 de l'économie, ça. De ne pas avoir les pentes. Là, on a les pentes. Elles sont très différentes en fonction des jours, de l'heure. Mais on les a. C'est de la donnée facilement accessible sur le marché FlexSpot. Et on a tout. Oui, mais enfin, je veux dire, déjà là, on a quand même... Après, je pense que la courbe de l'offre et la courbe de demande sont vraiment très, très différentes d'un jour à l'autre. Donc il faut presque dire qu'elles sont variables. Oui, il faut faire je pense qu'il faut faire un modèle. Ouais. On a des données, hein. C'est l'appel à... On en reparle quand vous voulez. Après, c'est pas des pistes qu'on a forcément trop exploitées parce qu'effectivement, ça donne accès au marché spot, mais c'est difficile à partir de là d'arriver à un marché forward cohérent. Et ce qui était aussi une des demandes de nos gestionnaires de risque, c'était d'avoir un modèle qui fasse les deux. Donc là, je pense que l'approche dont on discute, c'est plus prix spot uniquement, sur laquelle elle serait pertinente. Mais je vois que ça fait réagir, donc c'est là. Alors très rapidement, donc l'idée du modèle AJM, c'est de dire, notre prix forward, ça va être une courbe initiale. Courbe initiale, c'est la courbe cotée, aujourd'hui. Et on va la diffuser avec un terme de diffusion, que je note ici Y. Donc ici, dans cette courbe forward initiale, en fait, on va prendre en compte l'effet de saisonnalité, qu'on a vu tout à l'heure représenté pour le gaz, mais qui est vrai aussi pour l'électricité. Et puis, dans ce terme-là, on va essayer d'incorporer dedans les deux autres effets qu'on souhaite avoir, qui sont présents sur les marchés, l'effet maturité et l'effet term structure, qui vont pouvoir être présents là-dedans. Et ce terme Y, donc on va pouvoir le représenter avec un, voire plusieurs facteurs de risque. Donc voilà l'équation de diffusion en fait, de ce type de modèle. Donc le log rendement, c'est la somme de ces facteurs de risque sigma dW, avec une volatilité donc, qui peut dépendre du temps, de la maturité, en fonction de ce que vous avez envie d'y mettre. Dans la modélisation, il faut quand même spécifier comment les sigma ils dépendent du temps. Oui. Ça, c'est un aspect important de la modélisation. Oui. Alors, vous allez voir après, on les prend souvent exponentiels, décroissants. Ouais. Non. Faut pas y aller. Non. C'est vrai, il ne faut pas perdre de vue qu'en fait, après, on a envie d'estimer les modèles. C'est des problèmes de calcul stochastique assez abominables. Ça peut devenir assez vite, donc ce qui contraint pas mal aussi dans les modèles, et finalement, les gens finissent tous par faire la même chose parce que c'est des classes. Ben voilà. Vous avez tout compris. Mais bon, il y a quand même plein d'autres pistes pour des modèles plus innovants, plus sympas, qui changent. Parce qu'avec des modèles comme ça, forcément, pour une géométrique, les pics de prix, ça va être un peu limité, quoi. Mais bon, voilà, on est toujours face à ce compromis-là. Alors, donc bon, oui, forcément, on va prendre plusieurs facteurs de risque. Bien sûr, on fait attention qu'on n'en ait pas plus que le produit coté, sinon on a un petit problème.
Donc, typiquement, ça va être 2 ou 3 ou 4. Il y a plein d'analyses en composantes principales pour déterminer aussi le nombre de facteurs. L'électricité étant un marché où vous avez vraiment besoin de plus de facteurs traditionnellement que pour les autres marchés. Il est expliqué par plus de facteurs. Alors, donc, là c'est ce qu'on vient de dire. Hein, donc c'est si on prend une volatilité constante, on se retrouve avec un modèle de Black bien classique. Et puis souvent on va prendre des volatilités décroissantes exponentiellement. Avec ces deux références, celle-là est mal passée, mais qui sont des modèles assez classiques. Donc un facteur avec retour à la moyenne, ou alors ce modèle-là, je vous le montrerai après, qui va allier 2 facteurs cette fois-ci. Un de long terme avec une volatilité constante, dans l'idée que c'est un petit peu l'aléa qui impacte tout le monde de la même façon, quelle que soit la maturité. Et un facteur plus court terme, un facteur court terme et avec un retour à la moyenne, qui est le facteur qui va faire cet aspect de maturité, qui fait que les produits plus court terme vont bouger beaucoup plus que les produits long terme. Donc, ce qui nous intéressait et ce qui est observé sur les marchés. Un modèle d'Eston n'est pas plus... Un modèle d'Eston, ils ont été un petit peu testés, mais c'est vrai que c'est un peu dur à estimer. Et puis on a peu de données d'options. Pour les Eston, tu as besoin des options. Et jusque-là, les options, les cotations qu'on a pu trouver, il n'y en a pas beaucoup. C'est beaucoup du marché OTC, donc c'est dur ensuite d'avoir des belles bases de données. Et puis après, les données qu'on a pu récupérer jusqu'ici, on voyait dedans des possibilités d'arbitrage. En fait, je pense que ce que disent les traders, c'est que c'est certainement pas vrai dans les faits, parce qu'en fait, c'est pas des produits qui sont attrapables au même instant. Mais en tout cas, dans les bases de données qu'on récupérait, on voyait que les cotations étaient arbitrables. Donc, il y avait un problème. Donc quand on a une volatilité constante uniquement, voilà l'impact, une courbe forward initiale, voilà comment elle se déforme. Elle va être juste poussée à la hausse ou à la baisse, mais de manière constante, quelle que soit la maturité. Donc, parce que là, je représente en fonction de la maturité l'évolution des prix pour une date petite et ultérieure de cotation. Si vous mettez un facteur de court terme avec un retour à la moyenne, voilà ce qui va se passer, c'est que les maturités les plus proches vont être poussées plus fort, on va dire, que les maturités les plus lointaines. Donc, ce qui permet d'avoir cet effet de maturité. Donc voilà en équation le modèle Clio-Strickland avec un seul facteur de risque et retour à la moyenne, et ce modèle-là qui est assez populaire. Donc un facteur long terme et un facteur court terme avec retour à la moyenne. Donc ça a l'avantage de représenter un petit peu les caractéristiques qu'on souhaitait représenter, tout en restant relativement simple. Bon, avec les défauts qu'on a dit, la dynamique des prix spot. Après, 2 facteurs, est-ce que c'est suffisant? Un troisième, ce serait peut-être pas plus mal. Et puis là, on n'a aucun effet structurel, comme on a dit. On n'incorpore pas du tout le fait que les marchés peuvent évoluer. Donc on cache tout dans les cibles. Bon, on va peut-être passer ça. Enfin, ça, c'est des calculs vraiment très classiques pour retrouver l'expression des prix forward. Et on peut déduire l'expression des prix spot comme la limite du prix forward. Donc, on a notre dynamique de prix spot qui est markovienne en dimension M, mais qui n'est pas martingale, attention. Bon, ça, tout ça, c'est assez classique, vous retrouverez ça facilement. Alors, quelle heure est-il? On va essayer de faire les dérivés avant la pause, ce serait pas mal, je pense. Donc, ça va, vous tenez? Oui. Les dérivés, ça va? Tu connais ça? D'accord. Alors, faisons un petit état des lieux de tous les risques, enfin, certainement j'en ai peut-être oublié, mais des risques que je voyais sur les marchés d'énergie. Donc bien sûr, il y a le risque de prix de marché. On a vu, le prix de l'électricité bouge, mais aussi les commodités. Bon, tout ça, quand je suis producteur ou quand je suis commercialisateur, je suis exposé forcément à ça, parce que je vends mon électricité puis je la produis en achetant des combustibles. Mais j'ai aussi un aspect risque-volume. Donc ça, c'est vraiment, je pense, fondamental dans le métier d'un électricien, c'est ce risque-volume, sur lequel vous ne trouvez pas souvent des contreparties, mais que vous avez, c'est votre business en fait. Et pourquoi? C'est parce que vos actifs de production, je vous l'ai dit, ils tombent en panne.
vous avez beau essayer de faire que ça n'arrive pas, ça vient quand même. Vous avez aussi des aléas sur la production. Une centrale, une production éolienne, elle produit que quand il y a du vent et c'est pas vous qui le décidez, donc c'est très variable. Vous avez aussi une part de risque physique sur le réseau. Et puis, au niveau commercial, vos clients, ils consomment aléatoirement. Vous allez vous faire des prévisions, ils ne s'engagent pas sur une consommation. Et puis, au-delà même de cette consommation de vos clients, c'est que vous avez un risque sur le portefeuille de clients que vous allez avoir. Ça bouge sans cesse parce que vos clients, ils vont, ils viennent. Et donc, votre portefeuille lui-même, les clients que vous avez en portefeuille, ça n'arrête pas de bouger. Donc, avec tout ça, c'est vraiment le risque phare, je dirais, que vous avez à surveiller et qui va faire vos résultats et puis l'aléa sur vos résultats. Alors après, il y a un risque de base, forcément, puisque vous pouvez couvrir, mais à partir simplement de certains produits disponibles, et vous n'avez pas toutes les maturités, vous n'avez pas un produit horaire ou même instantané pour toutes les échelles de temps, on l'a vu, pour l'année 2019. Là, aujourd'hui, si je veux couvrir mon exposition pour 2019, je peux acheter que l'année, maintenant en 2017. Donc il vous reste un risque de base à la fin qui est important, puisque si vous êtes un commercialisateur, vous savez que vos clients ne vont pas consommer un ruban sur l'année 2019. Il y a ce risque de liquidité aussi, parce que je disais qu'il n'y a pas non plus une liquidité si importante que ça. Vous avez aussi des risques financiers comme n'importe quelle industrie, puisque vous achetez vous êtes exposé au change, au taux d'intérêt. Vous avez un risque de contrepartie, vos clients ils peuvent faire faillite. Alors, j'ai mis en gras aussi le risque régulatoire, qui, dans cette industrie, c'est un marché ouvert, mais qui néanmoins est scruté assez attentivement par les politiques. Donc, la régulation évolue assez vite et de manière assez importante. Mais le marché de capacité, c'est quelque chose qui est apparu l'année dernière, qui change pas mal la donne. Les producteurs d'énergie renouvelable, jusque-là, ils avaient leur prix d'énergie garanti, racheté à un certain prix. Et ça, en Allemagne, par exemple, ça a évolué. Maintenant, les producteurs ENR, quand ils sont suffisamment gros, sont exposés au prix de marché. Ce qui n'était pas vrai il y a quelque temps. Vous avez donc un risque climatique qui rejoint un peu le risque volume, puisque c'est en fonction du climat, des conditions météo, vous n'allez pas avoir la même production, la même consommation. Donc la couverture nuageuse, ça va impacter sur comment les gens s'éclairent, comment les gens se chauffent aussi, température de même. Et les précipitations, ça va impacter aussi de comment vous remplissez vos barrages. Et donc, si vous avez des actifs hydrauliques, finalement, est-ce que vous allez avoir beaucoup de production possible ou peu? Les autres. Donc, vous avez toutes ces choses-là. À au moins donc, prendre des positions de couverture quand vous pouvez. Et puis après, ce que vous aimez bien, c'est même si vous ne pouvez pas prendre des positions de couverture parce qu'il n'y a pas de produit naturel qui existe, c'est avoir une idée de votre exposition au risque, donc les mesures. Alors, on va directement aller là, comme ça. Donc, résumons, là, c'est les risques volume. J'insiste un peu dessus lourdement, mais je pense que c'est une des différences avec le secteur financier classique, bancaire. C'est vraiment cet aspect aléa-volume. Donc sur le côté de production, comme je vous le disais, par exemple sur le nucléaire, vous avez cet effet palme et cet effet climat aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez canicule 2013. Les centrales nucléaires qui ont toujours besoin d'être refroidies, soit par la mer, soit par des rivières. Celles qui étaient au bord des rivières ont dû être fermées, puisque les rivières qui arrivaient étaient déjà trop chaudes. Donc si elles ne pouvaient pas passer, il y a des contraintes réglementaires, on n'a pas le droit de réchauffer la rivière à plus de temps. Et là, elles arrivaient, elles étaient déjà trop chaudes. Donc elles étaient fermées, et donc en 2013, on a vraiment eu les prix de marché aussi montés, parce qu'il y a eu des centrales qui ont été fermées. Donc une couverture facile, c'est qu'aujourd'hui, depuis maintenant, les plannings de maintenance nous fait qu'en été, on ferme des centrales parce que les centrales nucléaires, elles ont besoin d'avoir des opérations de maintenance et puis d'avoir du combustible rechargé. Donc on recharge en priorité pendant l'été les centrales qui sont au bord de rivières
et on laisse opérationnelles celles qui sont au bord de la mer. Mais jusque-là, ça ne s'était jamais posé, donc ça a vraiment posé un risque en 2013. Sur tout ce qui est hydraulique, vous avez cet aléa au niveau des apports. Sur la génération thermique, de même, vous avez des aléas climatiques, mais surtout des pannes. Sur les énergies renouvelables, c'est l'aléa sur la production. Et sur vos achats à long terme, vous avez un aléa sur les volumes aussi que vous devez faire. Côté downstream ou commercialisation, vous avez, ce que je l'ai dit, vous avez un aléa sur ce que vos clients vont consommer. Donc pour vos clients résidentiels, c'est principalement drivé par la température et puis par les conditions climatiques. Pour vos clients industriels, c'est plus l'économie au sens global qui va compter. Et puis pour vos achats, forcément, vous avez un aléa volume dessus aussi. Alors, donc vous avez 4 grandes façons d'essayer de gérer vos risques. Donc vous pouvez déjà faire des... J'ai perdu mon son. Sur votre production, vous pouvez essayer de faire des choses. Donc c'est de gérer au mieux vos actifs physiques, ce qu'on vient de dire pour les centrales nucléaires. Mais c'est donc, vous allez essayer de générer des plannings qui soient le moins risqués possible, ou en tout cas les moins coûteux. Vous allez utiliser vos stockages, donc que ce soit gaz ou alors hydraulique. Et vous pouvez, des fois, prendre des risques, des assurances. Bon, il n'y a pas 36 000, je pense, assurances, et puis c'est souvent des coûts assez prohibitifs. Bien sûr, vous allez aussi essayer de structurer votre portefeuille pour avoir peut-être une couverture naturelle, c'est-à-dire vous diversifier, à la fois sur les moyens de production, et aussi équilibrer votre production avec votre consommation. Vous pouvez prendre des positions sur les marchés, donc ça c'est la solution classique et que vous allez faire forcément, mais qui est limitée puisque vous n'avez que des marchés de commodités et des marchés financiers, mais vous n'avez pas de marché pour l'aléa volume, si ce n'est pour le risque climatique. Vous avez vu l'illustration ce matin. Donc vous pouvez prendre quelques dérivés climatiques sur la température et ça a l'air de se développer aussi donc, sur les productions d'énergie renouvelable. Et puis, vous pouvez aussi essayer en partie de transférer une partie de vos risques à vos contreparties. Par exemple, à vos clients, en leur faisant des contrats où vous allez passer une partie du risque dans le prix. Donc, soit en prenant des formules indexées, vous allez pouvoir aussi mettre des fameux markups, donc des primes à payer par les clients en fonction de leur profil de risque. Et vous pouvez aussi mettre des clauses contractuelles, comme par exemple ici on cite des tunnels, c'est-à-dire que le client va s'engager à consommer dans un certain tunnel de consommation et puis sera pénalisé financièrement s'il sort de ce tunnel. Alors, pour les dérivés d'énergie, vraiment le problème c'est d'arriver à bien les pricer, les couvrir, et puis notamment pour les actifs physiques. Et donc pourquoi on a besoin de cette valorisation? C'est pour faire des décisions un peu d'investissement, mais aussi surtout pour des questions de calcul de budget. En fait, l'entreprise a besoin de savoir un peu où elle va. Et donc on applique en général l'approche d'option réelle. C'est-à-dire qu'on va essayer de représenter l'actif physique comme une option financière, en prenant en compte l'évolution stochastique des prix de marché. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Alors, c'est vrai que là-dessus, c'est des questions assez intéressantes parce qu'en fait, un actif physique, on va essayer de l'approcher par un actif financier plus proche. Mais par contre, il y a souvent beaucoup de contraintes qu'on peut prendre de manière plus ou moins raffinée en compte, mais qui sont là, qui sont inhérentes à l'actif physique, et que si vous voulez bien valoriser l'actif, vous avez normalement besoin de considérer, mais qui, dès lors que vous prenez de plus en plus de contraintes, la valorisation de l'actif devient forcément plus compliquée. Alors, peut-être, voilà. Donc, deux classes d'actifs qui sont physiques, qu'on peut considérer. Ça va, on peut faire la pause plus tard ou... Oui. D'accord. On va finir.
Alors, on a les actifs qui dépendent de l'évolution de marché, dont la valeur, en fait, on va dire, c'est l'espérance des cash flows qu'ils génèrent en fonction des marchés. Et on a aussi des actifs plus raffinés, où cette fois-ci, c'est typiquement un actif de stockage. Votre valeur dépend aussi de la décision de contrôle que vous aurez prise sur cet actif. Quand est-ce que vous avez injecté ou soutiré dans ce stockage. Donc votre valeur, c'est le maximum sur toutes vos actions de contrôle de l'espérance de ces cash flows contrôlés par cette action U, qui sera par exemple pour un actif de stockage, les injections et les soutirages. Donc pour tous ces actifs-là, en général, il existe des solutions analytiques. Pour cela, vous allez pouvoir faire des approximations analytiques ou alors vous allez vous tourner vers des méthodes numériques plus ou moins raffinées en fonction de votre envie. Donc oui, parce que forcément ça évite des approximations, notamment en grande dimension. Alors, on va revenir sur ce que c'est. La dimension peut être assez importante si vous imaginez une centrale. Une centrale, c'est exposé au marché électricité, c'est exposé au marché du combustible qui sert à la production, c'est exposé au marché du CO2. Et puis tout ça face à un risque volume. Donc on est déjà en dimension 4. Et puis après, si vous avez mis des facteurs de risque sur chacune de ces dimensions, vous multipliez par autant. Donc ça monte assez vite en fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ça, on s'en fiche peut-être un peu. Donc peut-être un exemple de contrat assez classique qu'on voit en électricité, donc je vous ai parlé de stockage hydraulique, mais il y a aussi ces contrats type JP. Donc c'est des contrats d'effacement. EDF typiquement a des contrats avec des grands industriels qui font que dans la majeure partie du temps ils ont leur électricité pour pas trop cher, mais ils ont une contrepartie, c'est que 21 jours par an ils sont appelés, on leur dit demain l'électricité va être beaucoup plus chère, et ça 21 fois dans l'année. Donc ils savent que ces jours-là, en général, ils consomment beaucoup moins. Donc c'est de l'effacement, c'est-à-dire qu'on parle maintenant d'acteurs d'effacement, mais ça a existé depuis longtemps. EDF avait déjà ces acteurs-là. Et donc, alors ça s'est développé peu auprès des... C'était vrai pour les particuliers, c'est qu'une offre qu'on fait. Ça marchait pas très bien. En fait, pourquoi ça marchait pas très bien pour les particuliers? Parce que c'était pris surtout par les gens qui avaient une résidence secondaire. Donc on les appelait en hiver en disant il ne faudra pas consommer demain. Oh, très bien. De toute façon, ils n'auraient pas consommé. Donc, le résultat était mitigé, on va dire. Donc ça, c'est aussi une forme de contrat type swing qu'on a assez communément chez les électriciens. Et pour les entreprises, ça va beaucoup dépendre quand même si l'activité, si elle peut en gros faire de la substitution intertemporelle. Bien sûr. Si je peux reporter mon activité ou si... si vous ne pouvez pas, vous ne prenez pas le contrat, je pense. Oui. Ouais. Oui, donc oui, d'accord. Okay. Oui, il y a un biais dans les entreprises qui prennent le contrat. Ah oui. Non, il faut qu'elles y trouvent leur intérêt, effectivement. Oui. Mais ça peut être... la contrepartie, c'est que normalement, elles ont leur électricité les autres jours beaucoup moins chère, donc elles peuvent aussi pouvoir moduler. Mais en même temps, pour que il faut quand même qu'il y ait suffisamment d'entreprises parmi toutes les entreprises qui existent, il faut qu'il y en ait suffisamment qui soient intéressées pour que, ça ait un effet, je dirais, macro, oui, sinon ça sert à la production d'électricité. Oui. Bon, après, c'est aussi des moments où c'est activé, où c'est relativement tendu, donc même un petit volume peut aider à résoudre un problème de trop consommation à ce moment-là. Et oui, il faut que ça ait un impact, c'est pas le petit consommateur lambda, ça sera pas utile. 21 jours, il y a 20 jours ouvrables par mois, c'est quand même... en fait, ça s'adresse aux 21 jours en général d'hiver les plus tendus. Ouais. Après, on peut imaginer, là je vous cite 21 jours parce que c'est le contrat EJP, mais on pourrait imaginer d'autres structures de contrat. Alors, sur les actifs physiques dérivés d'un électricien, puis on va peut-être s'arrêter là, on va faire la pause. Donc les centrales thermiques,
On a des solutions analytiques, mais on va voir après que ça marche dès lors qu'on considère que deux expositions, ELEC et le combustible. Et si on passe à 3, ça ne va pas, si on prend le CO2. Les actifs de stockage ou les actifs hydrauliques, bah, c'est forcément des solutions numériques. Ou alors, les solutions analytiques vont dégrader fortement la valeur, on va passer à côté de toute l'optionnalité. Les contrats de fourniture, on peut avoir des solutions analytiques. Ouais. Nos EJP, là dont je viens de parler, ces effacements, bah, ça se rapproche d'actifs swing ou d'actifs un peu de stockage, donc forcément c'est analytique. Et puis les actifs swing, forcément aussi analytiques. Donc on a quand même une large classe d'actifs pour lesquels on a besoin de méthodes numériques assez développées, notamment parce que, comme je vous le disais, bah, un actif de stockage, ça a des contraintes, quoi. Il va falloir aller... On peut soutirer avec une certaine quantité maximum à chaque instant, injecter une certaine quantité maximum à chaque instant, et puis surtout, on a un volume à pas dépasser. L'actif ne peut pas passer en dessous de 0 et au-dessus de sa capacité maximum. Donc tout ça à prendre en compte fait qu'on a des jolis problèmes en général.